Bon, bonsoir les amis. Cette fois, on se retrouve simplement sur les réseaux pour jeudi soir citoyen constituant. L'idée, c'est effectivement d'aller peut-être un peu plus au fond des choses, faire des ateliers, etc., être un peu plus interactif avec la nombreuse communauté qui nous suit. Donc, je vais vous présenter aussi, puisque si vous voulez aller un peu plus loin, 2 livres d'Étienne Chouard, Notre cause commune. Instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque, citoyen constituant, donc avec une préface de Philippe Pascot, aux éditions Max Milo, ça c'est l'aspect théorique, effectivement, et Étienne Chouard avec une préface, une belle couverture jaune de Priscilla Lidowski, Écrire nous-mêmes la Constitution. Donc finalement, c'est des exercices pratiques, exercices d'entraînement pour préparer un processus constituant populaire. Voilà, et donc nous allons peut-être aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de confusion dans les mots, la sémantique c'est important. Essayer de redonner du sens aux mots, de redonner, parce que des mots qu'on prononce tous les jours comme ça, référendum, constitution, citoyen, république, démocratie, des mots comme ça qu'on répète un petit peu à l'envi, et finalement on perd au fil du temps. On perd au fil du temps le sens des mots, d'où ils viennent, ce qu'ils veulent dire, et c'est ce qu'on appelle galvauder un petit peu les expressions. Donc ne galvaudons pas. Expliquons, Monsieur Chouard, s'il vous plaît. Alors, dans les mots importants, il y a le premier, je trouve, celui qui est vraiment le plus mis à l'envers et qui nous empêche de penser à l'endroit, c'est le mot démocratie. Nous sommes conduits à appeler démocratie, c'est-à-dire étymologiquement un régime dans lequel le démos, c'est du grec, le démos a du kratos, c'est-à-dire le peuple a du pouvoir. Nous sommes amenés à appeler démocratie un régime dans lequel le démos n'a aucun kratos, si ce n'est celui de désigner ses maîtres, et encore parmi des gens qu'il n'a pas choisis et contre lesquels il pourra rien si jamais il se sent trahi. Donc il faudrait... Alors peut-être, Régis, ça va être l'occasion d'une discussion. Moi je trouve mensongère l'expression démocratie représentative. Alors, j'arrive à tempérer cette idée en disant, bon, j'arrive à me faire à l'idée d'une démocratie représentative à condition que ce soit les représentés eux-mêmes qui aient écrit ces règles-là, qui aient écrit la Constitution. Si c'est nous qui avions écrit les règles de la représentation en disant, on veut des représentants qui nous préparent les lois et qui ensuite nous les font voter, ou bien qui préparent les lois, qui les votent, mais qui nous rendent la main, qui appellent à référendum à chaque fois qu'ils sentent que c'est serré, à chaque fois qu'ils sentent dans l'atmosphère de la population que c'est controversé, au lieu de nous violer, au lieu de nous forcer, ils nous interrogent. C'est à nous de décider ça, c'est à nous de décider quel est leur mandat. Comment nous les désignons? Est-ce que c'est avec un mandat uninominal, majoritaire, à 2 tours, qui littéralement nous contraint à voter de façon caricaturale en disant je lui donne à lui toute ma voix, et aux autres je ne donne rien, alors que nous pourrions très bien, ça s'appelle le jugement majoritaire, c'est un des meilleurs modes de scrutin que je connaisse. Il faudra qu'on fasse une émission d'ailleurs là-dessus sur les modes de scrutin et notamment le jugement majoritaire. Tu vas voir, c'est absolument passionnant cette façon de désigner, de donner des notes aux gens, donner des notes à chacun des candidats, donc de très bonnes notes à ceux que je préfère, mais de notes moyennes aux autres, et puis des très mauvaises notes à ceux dont j'ai peur. Et comment nous désignons nos acteurs, nos représentants, ça devrait être nous qui décidons. Comment nous les contrôlons, comment nous vérifions, comment ils nous représentent, comment nous les sanctionnons, comment ils nous rendent des comptes. Tout ça, ça devrait être à nous de l'écrire. Et donc, si c'est nous qui l'écrivions, j'arrive à imaginer une démocratie représentative parce que c'est nous qui aurions écrit les termes de la représentation. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que l'expression démocratie représentative dans la Ve République, alors je sais que tu la défends, mais je m'étonne que tu te satisfasses, que tu trouves satisfaisante le peu de pouvoir qu'on nous laisse, puisque vraiment... Quel est le pouvoir des citoyens dans cette soi-disant démocratie? Rien du tout. Je pense que démocratie représentative, c'est je veux dire, un système où effectivement on ne délègue pas tous les pouvoirs, loin de là, à des gens qui sont nos représentants. Qu'est-ce qui est le fondement de la démocratie représentative? Un de ces fondements, c'est le fait majoritaire. C'est-à-dire que 50% des voix plus une, on a le pouvoir.
le pouvoir encadré, on a un pouvoir normé, hein, on a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, hein, et on met en œuvre, après s'être adressé aux citoyens qui ont choisi, on met en œuvre une politique. Qu'est-ce qui garantit la paix civile? C'est-à-dire que les 49,9% qui sont entre guillemets battus, hein, comment va-t-on faire pour qu'ils acceptent ça? Il y a plusieurs conditions qui aujourd'hui ne sont pas remplies. Hein. D'abord, il faut que le scrutin soit sincère. C'est pour ça que lorsqu'on annule l'élection, on dit que la sincérité du scrutin a été altérée. Deuxièmement, il faut que ce soit des mandats à temps. Hein, c'est-à-dire qu'ils aient une durée, et la question de la révocation se pose à ce moment-là. Est-ce qu'on peut révoquer, hein, ou bien est-ce que justement le temps que chacun connaît, des mandats qui font 4 ans, qui font 5 ans, 6 ans pour les plus longs, 7 ans pour le président de la République imaginé par Charles de Gaulle, ces conditions qui permettent de choisir. Et la reddition des comptes, tu l'as pas mis dans tes conditions. Tu trouves pas que ça devrait... Non, la reddition des comptes, je trouve dis, pas que ça manque. Premier problème, la société, elle sera divisée. Hein, comme disait Richelieu, la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. C'est pas si simple que ça. Et d'ailleurs, on le voit avec cette Assemblée nationale qui n'était qu'une espèce de courroie de transmission voulue par Macron et qui a été organisée comme telle, y compris dans le choix des gens qui y sont, mais je veux dire, et qui ridiculise effectivement la démocratie représentative. Et surtout parce qu'il n'y a pas d'opposition. Celle-ci n'a aucun pouvoir, elle est totalement morcelée. Il s'est quand même passé en 2017 quelque chose d'assez extraordinaire qui crée une situation qui est une situation de crise grave, avec effectivement de la part de la majorité un sentiment d'impuissance que je peux tout à fait comprendre. Mais c'est pas de nature pour moi à remettre en cause la démocratie représentative en tant que système. Hein. Qu'on y mette des choses sur les modes de scrutin, je suis d'accord. Hein. L'uninominal à 2 tours, c'est pour pouvoir dégager des majorités, justement pour pas qu'on se retrouve avec ce qui s'est passé avec le parlementarisme, où effectivement on avait toute une collection de partis différents, et la constitution des gouvernements débouchait sur l'impuissance et donnait le pouvoir aux Alors, une question que tout le monde me pose, avant de parler du RIC, comment l'imposer? C'est une question récurrente, il faudra en parler. C'est une parenthèse, il faudra revenir à ce qu'on il faudra disait. revenir un moment, parce qu'il y a beaucoup de questions. Je prends un peu les questions sur les réseaux. Comment imposer le RIC? En conférence, on me pose tout le temps. Je conclus là. La démocratie représentative, dès lors qu'on respecte les règles, hein, et la reddition des comptes, c'est l'élection suivante. Oui. Mais non, c'est insuffisant, non, ça. Mais non, tu vois bien que ça suffit pas. D'accord, c'est insuffisant. Donc, c'est la responsabilité du gouvernement, qui est l'exécutif, devant le Parlement. Mais Régis, quand même, quand tu vois bien, aujourd'hui, nous avons un choix qui est fermé. Nous avons le choix entre crapula, crapule B, crapule C. On choisit crapula, on s'aperçoit que c'est crapula, et donc on ne la réélit pas le coup suivant, on prend crapule B. Mais crapule B nous déçoit au dernier degré pendant son mandat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste juste à choisir crapula à nouveau. Enfin, excuse-moi, mais ça suffit pas. C'est une vision extraordinairement passive de la démocratie. Oui, mais c'est ça l'élection. Mais l'élection, elle nous rend passifs, précisément, l'élection, non? Non, mais ce peuple, il a été capable de bouger dans certaines circonstances. Et puis, le peuple, il n'est pas homogène. Le peuple, il y a des élites. Ce que dit Gulli est important. Les élites ont fait sécession. Lui, il dit il faut les réintégrer. J'y crois pas. Moi je dis il faut s'en débarrasser. S'en débarrasser, il faut les remettre à la place de simples citoyens et qu'on ait enfin une vraie démocratie. Oui. Mais regarde, quand tu me dis le fait majoritaire, Régis, j'entends ça. Mais pourquoi est-ce que le fait majoritaire débouche sur, à 50% des voix plus une, on a tout le pouvoir? Pas tout le pouvoir, ça c'est pas vrai. Si, encadré, t'as dit encadré, normé, mais c'est tout le pouvoir. C'est-à-dire que les gars qui ont gagné l'élection regardent La République En Marche, ils décident tout. Et malgré les cris d'orfraie de l'opposition, malgré les cris d'orfraie de la population, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils sont arrivés avec un coup d'État. D'accord, mais ils ont été élus. Ils ont été élus. Quand De Gaulle arrive. Mais même Régis, même si ça n'avait pas été le coup d'État, même s'ils avaient eu 51% des voix. Même s'ils avaient eu 50% des voix, pourquoi est-ce qu'ils peuvent décider de tout? Tu n'arrives pas à imaginer un fait majoritaire qui se décide, écoute bien, qui se déciderait loi par loi.
On ne pourrait pas imaginer un fait majoritaire loi par loi au lieu d'avoir... Mais c'est ce qui s'est passé dans la République, et y compris sous la 5e. Mais comment une fois que j'ai voté, pendant 5 ans, je vote plus rien. C'est pas loi par loi qu'a le fait majoritaire. C'est mandat par mandat, c'est mandat de 5 ans par mandat de 5 ans. Non, tu n'arrives pas à imaginer qu'avec les référendums d'initiative populaire, référendum par référendum, donc loi par loi, il y aurait le fait majoritaire, d'accord, mais tu vois, beaucoup plus morcelé, ce qui fait qu'on ne perdrait pas sur tout, ou on ne gagnerait pas sur tout. Il y a une chose, on parlait de l'inflation normative tout à l'heure, Didier en parlait, effectivement, l'inflation normative, c'est-à-dire cette espèce de logorée normative, alors même qu'on a perdu notre souveraineté juridique, est devenue le masque de l'impuissance administrative. Incroyable. Parce que on a aussi une insécurité juridique, une insécurité juridique extrêmement importante. 90% des lois sont pas appliquées. Non, mais je veux dire, déjà. Et puis chaque gars veut la loi Schiappa, la loi ci, la loi Corinne Lepage, je me rappelle. Ce qui dit quelque chose de l'exécutif et du législatif. Alors exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exécutif passe son temps à faire des lois, c'est pas son boulot. Mais c'est pas son boulot du tout, il devrait pas en faire une seule. Il devrait même pas avoir le pouvoir réglementaire. Alors, le pouvoir réglementaire est contestable. Les décrets-lois sous la 3e et le pouvoir réglementaire sous la 5e, c'est la confusion des pouvoirs, Régis. Les gars qui maîtrisent l'armée, la police, ne devraient pas écrire des lois. Les règlements, ce qu'on appelle les règlements, ce sont des lois, les lois du gouvernement. Et c'est scandaleux, c'est la confusion des pouvoirs. La Constitution de 58, face à l'incroyable instabilité ministérielle, mais qui avait stable, mais la stabilité, qui avait confié à la haute fonction publique d'État le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé la fin de la 3e? Bloch l'explique très bien. Puis il n'y a pas que Bloch. Qu'est-ce qui s'était passé? Qui c'était qui tenait les manettes? C'était la bourgeoisie qui avait choisi la défaite. Ouais. C'était Alexis Léger qui tenait, Monsieur Saint-Jean-Perse qui tenait un défaitiste de première, avec Georges Bonnet qui tenait le ministère des Affaires étrangères, et les ministres qui passaient, ils restaient 6 mois, 3 mois, etc., et n'avaient aucun pouvoir réel. Je veux dire, c'est à ça que la 5e a mis fin, parce que justement, l'astuce de la 5e, ça a été de dire, voilà, moi, j'ai de la norme à produire, et donc, il ne faut pas que ce soit le Parlement, parce que c'est la fameuse astuce qu'on nous sortait, de dire même le nombre de chevaux dans les haras nationaux relevait du Parlement. Bon, donc, et on a dit, alors on définit de façon, limitative, les domaines de la loi. Voilà les domaines de la loi, et le reste, c'est-à-dire que hop, le reste. Mais c'est scandaleux. Enfin, c'est révoltant. Je trouve, en tout cas, Régis, ça devrait faire l'objet d'un débat dans le peuple, et c'est à nous de décider ça. Là, tu as l'exécutif, c'est De Gaulle qui a écrit ça, il l'a fait écrire par Debré, mais c'est De Gaulle qui s'est donné à lui-même un pouvoir législatif, en plus de son pouvoir exécutif. Mais c'est scandaleux, c'est à nous d'en parler, de le décider, ça. Mais c'est scandaleux. Parce que c'est dangereux, quoi. Mais c'est dangereux si le... Regarde ce qu'ils en font. C'est affreux. Mais maintenant, cette constitution, un petit détail extraordinaire, merci Monsieur Sarkozy, c'est que De Gaulle dit, vous êtes ministre, si vous démissionnez, vous retournez devant les électeurs. Absolument. Vous ne redevenez pas parlementaire. Et par le biais des suppléants. Et voilà, et madame, tous les EELV ou je sais pas quoi, les écolos, qui passaient 6 mois au gouvernement, puis qui revenaient, qui 1 mois après retrouvaient leur siège, etc. Rien que ce petit détail montre effectivement cette espèce d'endogamie, cette connivence entre... Parce qu'il y a un problème sociologique aussi dans le fonctionnement de cette République aujourd'hui. Le fait que le pouvoir exécutif et des pouvoirs réglementaires ne me gênent pas. Il faut qu'il soit efficace, il a des choses à faire. Et est-ce que selon vous aussi, on n'est pas dans un système mixte qui ne dit pas son nom, qui n'arrive pas à se décider? Parce qu'on voit bien, on dit toujours qu'on est dans un régime parlementaire, mais en réalité, on voit bien qu'on est déjà dans un régime présidentiel, mais depuis très longtemps, qui ne dit pas son nom, et ce qui nous donne en fait des majorités godillots. Est-ce que finalement, cette 5e République, puisqu'elle a été taillée pour un personnage qui avait quand même une certaine épaisseur à l'époque, est-ce qu'aujourd'hui le costume n'est pas trop grand et que justement il y a toujours ce vague, ce flou entre est-ce que c'est un régime présidentiel, à quoi sert finalement le Parlement aujourd'hui? Et c'est pas nouveau, Pour l'instant, ça n'est qu'une courroie de transmission des décisions de M. Macron. Ça a été, même avant. Mais ça n'a jamais été autre chose. Du temps de M. Hollande, il y avait quand même des gens qui... Ça n'a pas été productif. Les frondeurs n'avaient aucun effet. Oui, mais ça, c'est pour des raisons politiques. Voilà. Pas institutionnel. Alors,
il faut faire attention parce que le mot présidentiel dans la terminologie des régimes politiques correspond au système américain, dans lequel il y a des tas de contre-pouvoirs. Alors, dans un régime présidentiel, c'est ce que je voulais comme vous faire dire. Normalement, Obama ou Bush, Trump ont contre eux le Congrès qui peut bloquer, et eux peuvent bloquer le Congrès. Il y a un check and balance mais nous, c'est pas du tout un régime présidentiel. Nous avons un régime monarchique qui est le seul au monde. Nous et les colonies africaines là, qui ont copié, qui ont repris la même constitution que nous, mais c'est un régime monarchique. C'est littéralement, il n'y a pas, à part les dictatures, mais dans les régimes parlementaires à travers le monde, le régime français est celui qui donne, mais de très loin, le plus de pouvoir, mais un pouvoir incroyablement excessif au chef de l'État. Je suis pas d'accord. Ah ben quand même. Quand on lit la Constitution, mais il n'y a pas un pays qui donne autant de pouvoir au chef de l'État. Quand on lit la Constitution, je veux dire, et on a eu des cohabitations que les Français n'ont pas aimées. On a eu des cohabitations où effectivement, si on lit bien la Constitution, les pouvoirs du président sont assez peu importants techniquement. Comment il nomme à tous les emplois civils et militaires? C'est comme un chef de bande, comme un chef de bande qui vient de gagner du gouvernement. une bataille. Aujourd'hui on a un premier. Aujourd'hui on a une bande qui a. Ça n'a pas toujours été le cas. Tout le temps. Non, je suis pas d'accord. Mais quand même, donne-moi une exception. Je suis pas d'accord. Je pense que sous De Gaulle, sous Pompidou. Mais De Gaulle avait de l'honneur. C'était autre chose. De Gaulle avait de l'honneur. Mais c'était ça la garantie de la République. Même comment il s'appelle, même Giscard, qui représentait une partie particulière de la bourgeoisie. Parce qu'il faut pas oublier que on est dans un pays où il existe des couches et des classes sociales. Non, je pense que c'était aujourd'hui la confusion. C'était comment est-ce qu'il s'appelle? L'ancien associé de Tapi, la maire de Valenciennes, à un moment. Borloo, Jean-Louis Borloo, qui avait dit à propos de Sarkozy est le seul homme politique français qui s'est fait élire président pour pouvoir être Premier ministre. La véritable fusion, elle se fait là, à mon avis, parce que le père Chirac, dans son premier mandat, qui dure quand même 7 ans, dans son premier mandat, il a Jospin 5 ans, c'est pas rien. Et donc on a un pouvoir partagé et on a Mais est-ce que le RIC, selon vous, pour rebondir sur le débat, permettrait par exemple, comme on l'a vu, parce que les Français ont été dépossédés de leur vote en 2008, en 2008, voilà, pour l'histoire de la Constitution européenne. On nous a imposé par voie parlementaire. Les Français avaient voté à 55% contre la Constitution européenne par référendum. Est-ce qu'avec le RIC, alors première question, comment on peut l'imposer? Et deuxième question, qui en découle, est-ce qu'une fois que les citoyens auront voté quelque chose, est-ce qu'on aura l'assurance que ça sera suivi des faits? Parce que finalement, il y a beaucoup de gens, c'est mon cas par exemple, qui ne votent plus, parce que je vote, mais je vote blanc, parce que mon vote n'a pas été pris en compte, alors que j'étais très largement majoritaire, comme on était à 55%. Alors ça, c'est un vrai problème de démocratie. Ça, 2005, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon post, on voit Étienne qui débarque, qui émerge dans ce jour plein de volcans. Là, ça apporte de l'eau à son moulin. C'est un tsunami à son moulin. Ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a les Français qui disent niet, un vrai 55-45, une belle branlée. 10 points d'écart. Et moyennant quoi, Sarkozy se fait élire avec la négociation d'un nouveau traité et le traité qui est le même. Oui, nous avons fait un tableau Excel dans lequel on a compté tous les mots. C'est le même. Ce que je veux dire, c'est le même. Non, mais ce que je veux dire, il manque le mot constitution. Je dis que ça apporte de l'eau au moulin, mais le fait que ce soit le même, non, ce qu'il y a, c'est qu'il fait campagne. Il dit qu'il va faire ça et il est élu très largement, très tranquillement. Il bat. C'est là que tu vois que l'élection est une procédure merdique du point de vue démocratique. Elle est antidémocratique. Moi, je pense que l'arrêt de mort de la 5e, telle qu'elle est, elle se poursuivait moribonde. Maintenant, elle est dans le coma. Donc, c'est 2005. Ça, c'est clairement 2005, avec cette démonstration qui est faite, c'est-à-dire quand le peuple décide, on lui dit merde. Donc, on le viole littéralement, ce qu'a fait Sarkozy. Moi, j'y étais. Oui, mais sauf que le 4 février 2008, le jour du congrès, il pleuvait, on était 1000 dans la rue. Le problème, c'est ça notre problème, c'est que nous étions 1000 à protester contre ce viol. Ces gens-là avaient imposé le traité le viol.
Mais parce qu'on n'a pas de constitution, pourquoi nous sommes dans une prison politique au lieu d'être... Il est possible ce viol. Parce il est parce que le bloc élitaire fusionne, hein, alors que Fabius dit non, au départ Valls dit non, puis il change en cours de route. Il change, mais c'est pas nouveau. Etc. Oui, ça c'est clair. Et à ce moment-là, pour moi, la trahison, la pire du pire, c'est l'abstention du PS. Non, le PS, il va voter la réforme de la Constitution. Il va voter. C'est la trahison socialiste qui fait que cette imposture devient possible. Ils se sont abstenus, non, au Congrès le 4 février 2008. Mais justement, je trouve qu'on arrive là à une question de fond. Est-ce que finalement, depuis qu'on parle de ce sujet, vous vous rendez compte qu'on parle de représentants, d'hommes politiques, on parle de partis politiques et on ne parle plus du fond des sujets. Et des citoyens. On ne parle plus des citoyens. Donc est-ce que finalement, avec le RIC, je reviens sur ma question, comment l'imposer? Est-ce que c'est l'assurance justement de ne plus se laisser étiqueter, ranger dans des petites cases? Et parce qu'aujourd'hui, dans les élections, qu'on soit pour ou contre, on fait quand même quelque part, c'est un peu Miss France qu'on élit. Oui, on regarde le plus beau, le plus sémillant. Moi, j'ai entendu le jour de l'élection, mais c'était vrai aussi pour Nicolas Sarkozy. Hein. Ah, il est jeune, il est dynamique, il porte beau, il a un beau costume. Regardez, ça va bien nous représenter à l'étranger pour une fois qu'on a un président. Est-ce que c'est ça finalement qui intéresse les Français? Est-ce que c'est pas devenu un petit peu ça aujourd'hui une élection? Si nous écrivions nous-mêmes le RIC. Alors ça c'est intéressant. Cas concret. Mais si nous écrivions nous-mêmes le RIC, ce qu'on fait dans les ateliers constitution, ce que je fais depuis 15 ans, dans les ateliers constitution, nous prenons le RIC comme premier exercice, premier atelier. Si on le fait pas aujourd'hui, il faut qu'on le fasse la prochaine fois. Il faut que nous nous entraînions. Tu vas voir, c'est passionnant. Quand nous instituons nous-mêmes le RIC, nous instituons la possibilité, à notre propre initiative, d'abroger toute loi au sens large, c'est-à-dire loi ou traité. C'est-à-dire que quand un traité ne nous convient pas, nous pouvons le dénoncer et l'abroger. Il faut se rendre compte que les exécutifs du monde, depuis des siècles, nous le savons, tous les politologues, tous ceux qui réfléchissent à la politique, tous les philosophes politiques le disent, les exécutifs, les pouvoirs d'une façon générale, ont une tendance historique aussi forte que la pesanteur, la loi de l'attraction. Les pouvoirs ont une tendance à s'autonomiser, c'est-à-dire à s'affranchir de tout contrôle. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est arrivé? On en est arrivé à un stade où, par voie de traité, ils arrivent à légiférer. Les institutions européennes permettent aux exécutifs de se retrouver en se donnant le nom de conseil. D'abord, c'était conseil des ministres, et puis ils ont trouvé que c'était encore trop clair. Donc maintenant, ils l'appellent conseil pour qu'on oublie que ce sont des exécutifs qui se retrouvent à co-légiférer avec le Parlement européen. Ils produisent leurs normes européennes, et puis ils redescendent au niveau national, ils changent de costard, ils reprennent un costard national, et là, ils retranscrivent, les parlements retranscrivent dans le droit national, sans débat, les normes européennes que les ministres sont allés écrire là-haut. Elles sont retranscrites en droit français, et finalement, les exécutifs, par voie de traité, se sont donné un moyen de légiférer. Mais je suis désolé, depuis Montesquieu, on sait que c'est la confusion des pouvoirs. Il légifère pas. Mais comment? Non, je veux dire, on a les traités qui ont ossifié, je me répète, ce qui relevait auparavant de la délibération populaire. Hein, on est privé de cette souveraineté juridique. Donc, l'intégration, merci le Conseil d'État avec le fameux arrêt Niccolo, hein, c'est-à-dire que la directive est intégrée en droit français, même, il fallait un acte positif pour ça, mais même dès lors qu'elle est prise, hein, il y a ça. Ensuite, je veux dire, sur le plan de ce qui nous reste de souveraineté, et c'est pour ça, moi, avant de faire le RIC ou de faire la Constitution, il faut qu'on récupère notre souveraineté. Mais le RIC, c'est la souveraineté, Régis. Mais ça veut dire RIC, c'est l'outil. Qu'est-ce qu'on fait des traités? Comment l'écrire? Qu'est-ce qu'on fait des traités? Il faut l'écrire, mais on les dénonce. Est-ce qu'on peut dire tous les traités du monde ont été dénoncés, sauf ceux qui ne le sont pas encore. Mais c'est l'histoire de l'humanité que d'avoir des traités dénoncés. C'est d'une grande banalité, ça. Il faut pas. Une question, est-ce qu'on peut dire qu'on fait, par exemple, un moratoire pour voir, on regarde un petit peu un audit de tous les traités qui ont été signés, par exemple sur le traité de l'Union européenne, ou de fonctionnement, ça fait 2 traités, il y a 509... Celui de Rome. Le TUE, le TFUE, non, mais il n'existe plus cela, ils ont été remplacés. Oui, ils ont été fusionnés. Le TUE, le TFUE... Ils regroupent des milliers, l'un et l'autre, 509 pour l'un, 800, je ne sais plus combien pour l'autre. On les dénonce, quand tu dénonces un traité, tu dénonces tous ces articles. Première question, est-ce qu'on peut faire un moratoire sur ces choses-là? Et deuxième question, est-ce qu'on peut dire, pour les gens qui nous suivent, la part des directives européennes dans le droit des États aujourd'hui, dans le droit français, par exemple. 80% des nouvelles normes
80%. Mais 80% des nouvelles normes voilà. sont des Et on peut dire transpositions simplement sans débat de ce qui nous vient de l'Union européenne. Sans débat. Voilà, sans débat. Et puis on peut dire aussi qu'il y a encore de la souveraineté d'un point de vue, par exemple, fiscal, hein, ce qui permet de faire du dumping. Alors on voit aussi sur les domaines où on devrait justement avoir une unité, nous avons de la souveraineté, ce qui permet de faire du dumping et de la compétition entre États, puisqu'après on nous parle toujours d'Union européenne, mais en fait c'est la désunion. Et 80% des normes et des directives et des lois sont votées par Bruxelles et par Strasbourg. On ne sait plus trop d'ailleurs où c'est, parce que maintenant on demande d'avoir un seul Parlement. Voilà. Qui le demande ? Alors j'ai entendu ça. Il y a plusieurs pays qui demandent d'avoir un seul Parlement. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non, mais il y en a un en particulier. Ah, il oui, veut le siège à l'ONU. Citez-le, l'Allemagne. Oui, voilà, mais on va le dire. C'est une vieille histoire. Donc c'est une vieille histoire. Donc est-ce qu'aujourd'hui 80%, quelle est finalement, quand on voit les hommes politiques français, est-ce que c'est pas un peu un théâtre d'ombre ? Mais oui, complètement. Moi, je répète ce que je disais. Je pense que la Constitution française, je l'analyse comme une prison. Mais pourquoi ? C'est pas une affirmation, c'est le résultat d'un travail. Quand je la lis, je me cherche. Je cherche où la Constitution, c'est le texte dans lequel sont institués les pouvoirs. Le pouvoir de décider est prévu là-dedans. Le pouvoir de décider est prévu là-dedans. Il y a un gouvernement, il y a un parlement, il y a des juges, tout ça est prévu dans ce texte, et je cherche la place des citoyens là-dedans, je ne la trouve pas, je ne trouve pas les citoyens. Pourquoi ? Mais je pense que c'est simplement parce que les citoyens n'ont pas écrit ce texte. Si les citoyens, quand on fait des ateliers constituants et qu'on écrit une constitution, eh ben, tout naturellement, nous trouvons notre place, notamment avec le RIC, qui n'est pas la démocratie directe. Il ne s'agit pas de mettre tout cul par-dessus tête. Il s'agit d'incorporer dans un système qui n'est pas démocratique une partie de démocratie qui est le minimum vital et qui n'est pas... qui est enfin l'exercice de la souveraineté. Pour l'instant, nous n'avons pas de souveraineté. La souveraineté a été volée par les élus. Je les appelle des voleurs de pouvoir parce que, en plus, non seulement ils nous l'ont volée, mais ils la gardent et ils veulent pas nous la rendre, la souveraineté. Et le RIC, c'est l'outil de la souveraineté. C'est la procédure qui permet à un peuple de choisir les sujets qu'il considère comme importants et sur ces sujets, de décider. La souveraineté, c'est savoir qui décide. Le souverain, c'est celui qui décide. Qu'est-ce qui t'embête, Régis ? Vraiment, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui relève du champ des choix de souverains ? Qu'est-ce qui relève du champ des choix souverains ? Mais pour moi, c'est tous les sujets. C'est le RIC en toute matière. Quels sont les sujets que tu mettrais en dehors ? Non, mais ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu mettrais en dehors. Là, on est dans un système où tout le système économique dépend des considérations qui sont dans les traités, concurrence libre et non faussée. Tout ça est scandaleux, il faut en sortir. Bon. Oui, non mais d'accord. Hein, mais je pense qu'il y a un énorme problème politique qui est celui de la reconquête d'abord, avant la mise en place des outils, la reconquête de la souveraineté. La question que posent les Gilets jaunes... Quand nous allons vouloir... Régis, imagine... On rêve. Imaginons que... Oui, imaginons, pour te montrer, parce que ça répond à la question de Didier tout à l'heure quand il disait comment on va faire. Imaginons qu'au lieu d'être 500 000 ou 1 million comme sont les Gilets jaunes aujourd'hui, imaginons, Gilets jaunes ou sympathisants Gilets jaunes, imaginons que nous soyons 10 millions. Et 10 millions, la police ne tire plus. 1 million, la police nous empêche. Hein. Elle va nous empêcher. Et c'est vrai qu'à 1 million, nous ne sommes pas légitimes à changer le régime d'un gouvernement de 40 millions de personnes. Il faut qu'on soit plus nombreux. Mais imaginons que nous soyons beaucoup plus nombreux. La police, elle sert le bien commun. Nous n'avons pas une police putschiste, on n'a pas une police de dictature. Nous avons une police qui sert le bien commun. Alors, je prends un petit peu les questions. À mon avis, ces gens-là, quand ils vont se rendre compte que la population entière est en train de vouloir ce référendum d'initiative citoyenne. Ça y est, on a orienté nos volontés. On est devenu pas seulement nombreux, on est devenu très nombreux à vouloir la même chose. La police va suivre. Et si Macron n'a pas la police derrière lui pour le protéger, taillé comme il est taillé, il va être obligé de s'en aller. Oui, enfin, là, il ne lui a pas manqué. Hein. Non, mais d'accord, attends, c'est pas normal qu'il nous tire dessus, mais c'est normal qu'il nous empêche de changer le régime. Nous ne sommes pas légitimes pour renverser un régime. C'est pas ça qu'ils ont fait. C'est que avec mais ça, c'est une question très intéressante. Son allocution du Nouvel An, il dit
Moi, je ne m'adresse pas à tout le peuple. J'ai ceux qui me soutiennent. Voilà. Les autres, c'est une foule haineuse. Et attention, je ne vais pas rétablir l'ordre. Je vais lancer la répression. Et donc, la répression, elle est d'abord policière, avec une violence invraisemblable. Oui. À l'étranger, tout le monde ouvre des yeux, des Comme yeux ça, en ronds. disant, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Et Madame Bachelet dit, mais attendez, elle est au commissariat, au commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Une Et elle se fait sous-secrétaire d'État a insulter. dit quelqu'un. Oui. Hein, Oui, et pas de insulté dans une émission avec Pujadas, à la fumée la moquette, parce que personne ne veut, dans cette petite caste, envisager que ces violences sont incroyables. Absolument. Je suis tout à fait désolé, incroyables. Oui, incroyable. Mandela disait, les formes du combat, c'est toujours le dominant qui le décide. Oui, Les formes mais qu'il va tu as prendre. vu ce que dit Alexandre Langlois, le policier syndicaliste, qui explique la souffrance d'un grand nombre de policiers qu'on Oui, mais oblige à Moi, faire je vois, ça. oui, Ils sont- on les oblige de Ah se bah oui, comporter on les comme oblige on à voit les nasser. gars de la BAC, etc. Alors non, et ça, puis, non, mais et ça c'est puis, tout à fait minoritaire, c'est Non, une toute petite partie ça. Hein. les, Non, tu les peux pas. nassages, etc. Mais les Non. nassages, Et ils se sont les- exercés pendant la loi travail. Et le deuxième point, qui est très important, hein, c'est que ils ont, c'est la partie judiciaire de la répression, Mais- extraordinaire, et qui prend 3 aspects. L'attitude de la justice. Premièrement, on tabasse les gilets jaunes avec des procédures dont la plupart sont illégales, avec un procureur qui dit vous les gardez. Ça Expéditive s'appelle. et- Mais c'est une infraction pénale gravissime. Le fait détention arbitraire, c'est dans le code pénal. J'avais fait un article là-dessus. Hein, et donc, mais lui, il n'est pas gêné, hein, le procureur de Paris. Comment il s'appelle Non, lui déjà Rémi Hetz. Hetz, il a été choisi directement par Macron, grande première dans l'histoire Mais de la ça, République. là, c'est un problème d'institution. Il faut Oui, pas que le attends, président puisse attends, nommer ce mec. Enfin, finis. c'est incroyable, quoi. Enfin, Oui, alors mais ça, il faut qu'on Non, non, fasse mais l'article. le problème, il faut qu'on c'est écrive qu'il a l'article trouvé. ensemble. Il Régis, a trouvé. On va me dire que tous les régimes dictatoriaux trouvent toujours des bourreaux, c'est vrai, parce que bon, ça c'est, je veux dire, dans l'histoire humaine. Et puis moi, c'est mon expérience. Bon, toujours est-il que cette répression, j'ai dit 3 choses. Premièrement. Répression contre les gilets jaunes avec des peines, 400 gars en prison, etc., des procédures absurdes. Moi, on a fait une pétition d'avocats. Moi, ceux qui me remontent, je veux dire, j'ouvre des yeux ronds. Je suis pourtant un vieux routier. Hein, Jamais vu ça. Moi, j'avais jamais vu des Français tirer sur des Français. Non deuxièmement, plus, hein. C'est une première. l'IGPN fait des enquêtes, la justice refuse. Et troisièmement, la protection de l'entourage de Macron. La libération 8 jours après de Benalla est un pur et simple scandale. Le gars, on lui dit, monsieur, contrôle judiciaire, s'il le viole, c'est mécaniquement la tôle. Ah non, non, on vous laisse ressortir. Hein. Et donc, et alors je Ce parle qui est même, étonnant, c'est je parle que même pas de et Ferrand, de Pénicaud, etc. Et la C'est qui est- des et la qui est questions en que je cause, ce connais, sont que des je juges, regarde, là. je suis sidéré. Et là, ce sont des juges qui sont en cause Mais évidemment. Mais comment ça se fait ça? Mais alors, Régis, il faut vraiment. Bon, je ne sais pas si on pourra le faire ce soir, c'est la première émission, mais il faudrait vraiment qu'on fasse ensemble, s'il te plaît. on est sur les réseaux, on peut déborder. Hein. Il faudrait. C'est pas grave. Régis, il faudrait que nous prenions. Cette fois ou la fois suivante, il faut que nous prenions un crayon. Il faut que tu viennes avec de quoi écrire. Il faut que les gens qui nous écoutent aient un crayon. Non, mais je plaisante. Mais il faudrait. Non, mais J'ai des blocs quand même. Non, mais c'est super important que nous donnions l'exemple, tu vois, le spectacle public de ce que c'est qu'un atelier constituant, pour qu'on voit comment, au début, c'est un peu brouillon, ça commence mal, on écrit mal, mais en se corrigeant mutuellement, on écrit de mieux en mieux, et on va empêcher. Tu me dis que le procureur a été nommé par le président. Mais c'est scandaleux, il faut Non, c'est simplement... pas ça. Ça, c'est pas ça. 2 secondes pour raconter. Il y a une procédure. Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis et le gars, il y avait 3 candidats, le gars est choisi par le garde des Sceaux. Il est choisi par qui? Par le garde des Sceaux, mais c'est pas bien. Attends. Il est choisi par le garde des Sceaux. Mais c'est pas et bien. là, le gars fait autre chose. C'est ça. Et donc, plutôt que de prendre le deuxième qui Qui était fait sur la autre liste, chose? le premier. Hein, il y a un ordre, et puis voilà, premier choix, et le gars part ailleurs. Donc, de sa propre volonté. Donc, il faut prendre le deuxième. Et non, on recommence tout à zéro à la demande de Macron. À la demande de Macron, ça s'est jamais vu. Ce qui est une première. Les dans... syndicats, le syndicat de la magistrature qui fait le mur des cons, etc. Hein, ils ont à peine, ouais, c'est pas bien, etc. Donc non, mais c'est extraordinaire. Il n'y a pas eu la réaction qu'il aurait dû avoir. Je pose une question qui est fondamentale puisque c'est pas moi qui la pose. Il y a beaucoup d'internautes qui la posent. C'est bien que Premièrement, parole, là. comment on impose le RIC? Et deuxièmement, c'est une question qui est vraiment récurrente. Est-ce que le RIC
peut être institué si on est encore dans l'Union européenne et si on n'a plus aucune souveraineté, parce que c'est quand même la question de fond, ça. On sortira de l'Union européenne par RIC. Comment voilà. Mais écoute, premièrement, je fais comme tout à l'heure. Je fais comme tout à l'heure. Comment on impose le RIC? Est-ce qu'il faut un RIC pour le RIC? Mais ça, je l'ai répondu. Un référendum pour le RIC. Je l'ai dit tout à l'heure. À mon avis, nous sommes en train, ce qui se passe avec les Gilets jaunes, c'est que nous sommes en train de réaliser que nous sommes capables de nous émanciper tout seuls sans avoir besoin de nos maîtres. On n'a pas besoin des élus pour s'émanciper. Ce que découvrent les Gilets jaunes, ce que les autres vont bientôt découvrir s'ils les rejoignent, à mon avis, on devrait tous être vite Gilets jaunes pour nous émanciper. Ce qu'ils découvrent, c'est qu'ils sont capables d'écrire eux-mêmes les articles qui vont instituer leur propre puissance. De penser, de réfléchir. De penser aux autres, de se réunir, de fraterniser. Est-ce qu'on n'a pas un exemple de la limite? Mais nous ne sommes pas encore assez nombreux. Le référendum sur le Brexit. Le référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne. Oui. On sort. Oui. Ça fait 2 ans. Oui, oui, mais donc, ça fait 2 ans, ils ont donné le pouvoir. Enfin, le système oligarchique s'est défendu. Ils ont donné le pouvoir d'orchestrer tout ça à une personne qui était contre. La patronne qui s'en occupe, là, elle est contre. Donc évidemment, elle met des freins. Oui, non, mais tu vas voir qu'ils vont arriver à faire un nouveau référendum, ces salauds. Ils sont en train de se bagarrer pour ça. Après avoir dit qu'on n'y arrive pas. Tous les gens, je veux dire, qui sont derrière Macron, tous les gens à qui il a promis, on va privatiser. Vous inquiétez pas, tout le monde sera servi. Hein. La lettre que Marlex, le parlementaire, envoie au parquet qui n'a pas bougé, c'était de dire, écoutez, j'ai assisté à tout à Alstom et j'ai vu qui s'est gavé à l'occasion du démantèlement. Hein. Et je les ai retrouvés comme financeurs de la campagne. Super important, ça. Alors ça, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur le site de Public Sénat. Vous avez un documentaire sur la guerre fantôme. La guerre fantôme, c'est un documentaire remarquable. Ça explique exactement l'affaire Alstom, comment on a bradé notre patrimoine industriel. C'est scandaleux, mais rien que ça, il devrait faire d'acto, le Macron. Tout à fait incroyable. L'extraterritorialité des États-Unis, par exemple. Déjà. Hein, voilà. Et ça explique aussi où sont les prochaines cibles, parce que ça va arriver à d'autres grandes entreprises françaises, etc. Ce sont des raids qui sont tout à fait organisés. On vous culpabilise, on vous promet 1000 ans de prison, et donc qu'est-ce que vous faites? Vous dites oh là là, vous bradez votre industrie. Mais Didier, je rappelle que tout ça se fait dans un contexte où nous n'avons pas la puissance de résister. Le point commun de toutes ces trahisons qui ont lieu les unes après les autres, et alors nous sommes là à protester, à discutailler, en dire c'est mal. Oui, mais c'est mal et ça perdure parce que nous n'avons pas le moyen de résister. Écrire nous-mêmes la Constitution nous donnerait la puissance d'empêcher les représentants de trahir les représentants. C'est comme ça, c'est majeur. Qu'est-ce qui colle pas, Régis, dans ce raisonnement? Qu'est-ce qui colle pas? Moi, je me répète, je vois 2 choses. Je ne suis pas contre le référendum d'initiative citoyenne du tout, hein, dans le cadre d'une constitution. Mais là, on a une contradiction, on a une bataille politique considérable. Et tu dis, oui, l'oligarchie britannique se bat contre ce qui se produit. Oui. Et à des contradictions en son même, en son sein même. Donc ce que je dis, ce ne sont pas des questions simples qui se règlent. Je pense que disposer d'outils, par exemple, initiative, Frexit, hein, et donc on dit qu'on sort. Je pense que ça. Mais ça irait beaucoup plus vite, puisque là, ce dont souffrent les Anglais, c'est qu'ils passent par l'article 50. Et l'article 50, ça veut dire qu'on demande l'autorisation aux 26 ou 27 qui restent de bien vouloir nous laisser partir. Alors évidemment, ils font traîner, ils nous font passer sous leur fourche codine, mais on n'est pas obligé d'être aussi légaliste. On peut simplement par RIC. Écoute, je vais la rédiger. Regarde. Êtes-vous d'accord avec la proposition suivante? Point d'interrogation, 2 points à la ligne. Ouvrez les guillemets. Les 2 traités TUE et TFUE sont dénoncés. La France sort de l'Union européenne. Point. Fermez les guillemets. Oui, non. Et si nous décidons ça du jour au lendemain, nous sortons. Il n'y a pas à attendre 2 ans. Nous sortons et du même coup, nous pouvons prendre les mesures urgentes de protection contre les raids financiers qui vont pas manquer d'advenir. Et nous pouvons prendre les. C'est très important. On va aller beaucoup plus vite, quoi. C'est très important parce que. Il ne faut pas être accusé non plus de démagogie ou de populisme, parce que ça c'est aussi chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Le populisme c'est pas mal. Non mais c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on dit. Oui, mais ça mot creux, Bégodeau a raison. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, quand on se saisit d'un sujet, par exemple sur l'abrogation, enfin sur le fait de quitter l'Union européenne.
Ce sont des sujets très techniques. Mais Très, à dessein, c'est un nuage d'encre pour nous perdre ça. Attendez. Très technique, très complexe, etc. C'est pour nous tenir à l'écart. Une fois qu'on a décidé de notre souveraineté, par exemple, où on met le curseur et qu'est-ce qu'on fait derrière? Et qui s'occupe d'organiser, par exemple, cette sortie? Le gouvernement. Voilà. C'est son boulot d'organiser la vie en commun, simplement. Mais ma question, c'est est-ce qu'on pose, finalement, vous dites, des questions simples, et qu'après, on engage un processus pour contrôler avec un calendrier, par exemple, on dit, dans 6 mois, il faut qu'on soit sorti, voilà les voies et moyens, et voilà quel est le budget, etc. Est-ce que ensuite, on a un processus qui permet de contrôler que cette sortie se fait bien dans le rythme pour lequel le rythme qu'on a nous-mêmes choisi. À mon avis, le rythme de la sortie doit être le plus rapide possible. Voilà, donc parce que plus il va être long, plus il va permettre au marché financier de nous assassiner financièrement. Il faut qu'on puisse prendre des mesures rapides à chaque fois qu'on a des mesures un peu, c'est même pas révolutionnaire. À chaque fois qu'on a des mesures qui vont changer l'ordre social, on a de la part des marchés financiers des réactions extrêmement contraires à l'intérêt général dont il faut pouvoir se protéger. Et donc il faut pouvoir aller vite. Si tu veux, ce qu'il faudrait, c'est que nous ayons passé du temps avant de prendre la décision. L'initiative que je suggérais tout à l'heure, c'est-à-dire proposons de sortir de l'Union européenne. Cette initiative, il ne faut pas qu'elle soit suivie d'un vote trop rapide. Bien sûr, il faut qu'il y ait un long débat, au sein du peuple français. Organisé par qui et comment? Mais organisé par la Chambre du référendum. Quand on l'écrit, nous, on prévoit des institutions qui organisent les débats de façon à ce que soit éclairée l'opinion. Il faut qu'il y ait une chambre du référendum, il faut qu'il y ait un site du référendum, un site où on discute, il faut qu'il y ait une télévision du référendum, où tous les sujets qui sont soumis au référendum puissent faire l'objet de controverses. Il faut que ça serait peut-être le rôle d'ailleurs d'un service public, d'avoir une télévision du référendum. Bien sûr. Toute l'organisation des débats pendant la période qui sépare l'initiative du référendum, toute cette organisation des débats, ça relève complètement d'un service public, bien sûr. Parce que normalement, ce qu'on fait là, je ne devrais pas le faire. On devrait le faire dans le service public. Oui, exactement. Mais tant mieux. Et merci Sud Radio de nous permettre d'avoir enfin ces débats d'intérêt général. Mais donc, si tu veux, la sortie de l'Union européenne, il faut que le peuple l'ait décidé après avoir vu des arguments de gens qui sont pour et qui font des conférences sur la télé du référendum et qui montrent pourquoi il faut sortir, des gens qui sont contre. Donc il faut qu'on voit des conférences de gens qui sont contre et qui alignent bien, sans être interrompus, les arguments qui sont contre la sortie de l'Union européenne. Ensuite, il faut qu'on les voit s'empailler les uns avec les autres. Il faut qu'on observe, qu'on ait que le spectacle soit donné de l'opposition des arguments des uns et des autres, et que ce ne soient pas toujours les mêmes les uns, pas toujours les mêmes les autres. Et au bout de 6 mois, 1 an, à nous de décider, à être ainsi éclairés. Si l'opinion décide de sortir de l'Union européenne, elle aura bien vu tous les inconvénients, puisque ceux qui sont contre la sortie de l'Union européenne n'auront pas manqué de faire la démonstration qu'il y aura bien des inconvénients à sortir de l'Union européenne, et bien des risques, bien des dangers, bien des difficultés. Il va sûrement y avoir des privations. Nous allons avoir à nous priver sûrement de certaines choses. Mais si on le fait malgré cette information, c'est qu'on y est prêt. Et dès qu'on décide de sortir, on y va. Alors j'apporte une précision parce qu'il y a des gens jolis, au fur et à mesure, c'est aussi un peu le jeu, qui disent ici c'est le nid de l'UPR. Alors bon, moi ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ça fait pas mal d'années que vous réfléchissez au sujet et les idées doivent circuler, elles n'appartiennent à personne. Alors moi je dis ici on fait pas de politique. Moi, j'appartiens pas à un parti. Je sais pas ce que voilà. On parle des sujets citoyens. Si des politiques s'en emparent et qui mettent ça dans leur programme, c'est le problème. Il n'y a pas que l'UPR. Ce que je veux dire, c'est le problème de Nikonov qui s'appelle. Non, mais c'est pas notre problème. C'est le problème des partis politiques. Et nous, on est là pour parler de démocratie. On ne fait la campagne de personne et on ne soutient personne. Et je tiens à le dire. Je le clamerai chaque fois. On est candidat à rien. Moi, je suis candidat à rien. On veut donner la parole. On veut que les gens s'expriment et à travers nous, on veut faire des débats de société. Je préfère le préciser parce que quand je lis ce genre de choses, ça m'indispose un petit peu. Si ça se trouve, les gens vont être contre la sortie de l'Union européenne. Oui, tout à fait. Je voudrais confiance. Je voudrais rebondir là-dessus, puisqu'on parle de partis politiques, etc. Je ne suis absolument pas ni électeur, ni sympathisant, ni quoi que ce soit de l'UPR. Non, mais c'est pas notre souci, c'est pas notre problème. Non, je m'en fiche complètement. Enfin, je m'en fiche. Non, c'est des gens qui s'expriment, mais c'est pas notre. Non, c'est pas.
j'ai une tout à fait autre histoire. C'est pas notre objet. Qui explique probablement mes positions aujourd'hui. Hein, je dis parfois de façon, provocatrice, je suis un vieux bolchevique. C'est-à-dire que c'est d'abord... Avec un nom comme ça, c'est bizarre. Oui, c'est une histoire particulière. Donc, c'est la question du pouvoir. C'est-à-dire que comment... le RIC, je le vois bien après, mais comment on prend le pouvoir pour se casser les reins à cette oligarchie qui va se battre comme une chienne pour garder ses prébendes et ses prérogatives. S'imaginer que les gars qui se gavent vont se laisser faire, toutes ces couches, et je pense à la haute fonction publique d'État, quand Todd dit c'est pas le patrimoine des élus qu'il faudrait regarder, c'est ceux des hauts fonctionnaires d'État. S'imaginer qu'ils vont... Ils se laisseront pas faire. On n'a jamais vu un système de domination rendre les clés spontanément. Ça va pas se passer comme ça. D'accord. Mais moi, comment on fait là? Mais c'est précisément pour ça que je suggère la solution que je vous décrivais tout à l'heure. Il me semble que si on essaye d'avoir un rapport de force aujourd'hui, c'est mort. En face, l'oligarchie a pris tous les pouvoirs. Ils ont pris le pouvoir économique, ils ont pris le pouvoir politique, ils ont pris le pouvoir sur l'armée, la police, ils ont pris le pouvoir sur la culture, sur les syndicats, sur les médias, sur les maisons d'édition, les bouquins. Enfin, et nous, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Nous n'avons que notre nombre. Notre nombre est une faiblesse tant que nous sommes divisés. Je suggère que nous parlions entre nous par éducation populaire, comme ce qu'on fait aujourd'hui, et que nous nous concentrions sur l'institution simple. Il faut que ce soit simple, sinon on n'arrivera jamais à polariser nos volontés dessus. Il faut que ce soit une institution simple qui arrive à nous rapprocher, que nous soyons de gauche, de droite, du centre ou de rien du tout. Nous avons une cause commune qui est d'avoir la puissance politique de décider. Donc il me semble que cette cause commune ça vaut le coup de se concentrer et de devenir... Et c'est ça l'enjeu, c'est ça la réponse à ta question. Mais c'est ça, la réponse à ta question, c'est il faudrait que notre activité principale soit de devenir nombreux. Parce que quand on va devenir nombreux, mais quand je dis nombreux, c'est pas simplement 1 million, je dis nombreux, c'est-à-dire il faudrait que notre corps social, si l'heure de cette idée est venue, ça va se passer. On n'aura même pas besoin d'en faire tant que ça. Si son heure est venue, elle va se répandre. Et à mon avis, c'est ça qui est en train de se passer avec les Gilets jaunes. Mais il faut que notre activité soit de faire que nous soyons nombreux, parce que ce qu'un corps social veut, il va l'avoir. Une incise sur ce sujet, parce que là, je vois aussi sur les débats, l'idée, c'est pas... de s'emparer des idées, de dire on est pour tel ou tel parti. L'idée, c'est de faire en sorte que les citoyens prennent conscience de leur pouvoir, de leur cerveau collectif et de leur rôle dans une société. Si après, ça ne nous regarde plus, que des partis politiques soutiennent telle ou telle initiative, c'est le problème. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin des élus, on n'a pas besoin des partis, on n'a pas besoin... On est d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est pas notre sujet à nous aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a aussi je trouve une incompréhension du mouvement des Gilets jaunes. Les gens me disent souvent, mais pourquoi tu marches avec les Gilets jaunes? Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils veulent? Etc. Ils sont de quel parti? J'ai dit, mais vous n'avez pas compris. Si vous dites ça, c'est que vous n'avez pas compris l'essence du mouvement. C'est justement des personnes qui sont un peu en rupture de politique, qui ont été déçues, qui ont essayé un peu tous les partis ou qui ne votent plus, qui sont abstentionnistes, etc., qui ont envie de reprendre en main leur destin. Ils sont pas là pour faire des programmes, ils sont là pour instituer une reprise en main de leur destinée. Et ça, je pense que c'est un point fondamental qu'il faut bien expliquer. Et ce qu'ils font est exemplaire. Hein. Ils sortent de chez eux, comme nous devrions sortir de chez nous. Maltraités par l'oligarchie, comme nous le sommes, mais ils le sont plus encore. Ils sortent de chez eux comme nous devrions sortir de chez nous. Ils vont sur les ronds-points, ils vont sur des lieux publics qu'ils investissent comme nous devrions le faire. Ils font société pacifiquement, fraternellement, comme nous devrions le faire. Et au milieu de leurs revendications législatives, au lieu de s'en tenir à des doléances, c'est-à-dire en fait à une situation comme infantile où on demande à des maîtres qui nous sont supérieurs, des surhommes, on leur demande un peu plus de salaire. C'est pour ça que j'étais contre ce terme de cahier de doléances, parce que au lieu de ça, les Gilets jaunes, d'une manière tout à fait... Exactement, ce qu'ils font et qui est exemplaire, c'est qu'ils s'emparent du RIC, qui n'est pas législatif, qui n'est pas une requête. Tout de suite, en même temps qu'ils disent le RIC, ils commencent à le demander, ils disent, est-ce que vous nous donneriez le RIC? Et en même temps, ils s'aperçoivent tout de suite qu'on ne nous le donnera jamais. Et qu'est-ce qu'ils font qui est exemplaire? C'est que les Gilets jaunes, ils sont en train de faire des ateliers constituants. Ils sont en train d'apprendre à écrire eux-mêmes le référendum d'initiative populaire, qui est la procédure de la souveraineté. Ils sont en train de s'entraîner.
Donc c'est tout à fait exemplaire. Je sais bien que tout ce qu'ils font n'est pas exemplaire, mais cet aspect-là de l'émancipation donne à voir ce que nous devrions tous faire. Nous devrions nous emparer du processus constituant sur lequel nous avons toujours démissionné. C'est pas une fatalité. J'aimerais qu'on... on le fera peut-être pas cette fois, mais j'aimerais qu'on, de temps en temps, qu'on essaye. Je ne sais pas si ça passe bien à la radio, mais il faudrait qu'on essaye. Moyen, les crayons. Mais c'est pas sûr, ça. C'est pas sûr. Il faudrait que ce soit une émission qu'on puisse écouter. On devrait écouter le crayon à la main, parce que citoyen constituant, ça veut dire que on s'y colle, on écrit la Constitution. Et ça va tout changer, parce que si nous sommes absents de ce texte, si nous sommes impuissants, c'est parce que pour l'instant, nous ne l'avons pas écrit. Et ceux qui l'ont écrit ont institué leur puissance et notre impuissance. Mais c'est pas une fatalité, c'est juste parce qu'on a démissionné. Et qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Est-ce qu'elle est robuste, celle-là, ou bien est-ce qu'il y a un vice? Est-ce que je me trompe quelque part? Il n'y a pas de vice. Il n'y a pas de vice. Ou une erreur, tu vois. Mais j'y vois une espérance. Déjà, j'en ai eu dans ma vie, mais le mouvement des Gilets jaunes, au départ, c'est un cri de colère. Voilà. C'est un cri de colère contre 20-30 ans, c'est la fin d'un cycle, c'est un cri de colère, de maltraitance, et c'est d'abord une explosion pour la dignité. Pour moi, c'est essentiel. Je veux dire, le combat pour la dignité, les gens sont prêts à se sacrifier pour ça. C'est le début. Et tout. Mais après, quel débouché politique? Ce sont des questions compliquées et complexes. Alors, je vois bien cette passion sur les outils et sur le fait de mettre le peuple au travail. Personnellement, la forme partie, moi, j'ai pas renoncé. Donc, mais c'est assez long et je vais pas le faire maintenant. Mais je pense en plus que cette explosion particulière, moi je dis pas tellement le mouvement de Gilets jaunes, je dis le moment Gilets jaunes plutôt, parce que je pense que c'est un moment avec les gens qui refont société, les gens qui ont envie de sortir des eaux glacées du calcul égoïste, comme disait Marx. Mais le problème, c'est le débouché politique, rendre possible ce qui est nécessaire, et les outils pour ça, pour faire évoluer le rapport de force et prendre le pouvoir. Mais qui juge? Elle est belle, la formule de Richelieu, là, rendre possible ce qui est nécessaire. Mais il y a tout de suite une définition à donner. Qui juge ce qui est nécessaire? Est-ce que c'est Richelieu qui juge ce qui est nécessaire? Non, mais c'est le souverain. Oui, mais qui est le souverain? Richelieu. Qui est le souverain? Voilà, le souverain, il change. Tu sais bien que dans la bouche de Richelieu, c'est Richelieu. On en a parlé l'autre jour. Ce que dans son livre sur Juger la reine, là, Varesquiel montrait bien toute la symbolique du pouvoir qui changeait, les salles choisies pour le procès, etc. C'est que c'était le peuple. Bon, dans la définition de la Révolution française, mais effectivement, il y a des médias, enfin il y a des médiums pour qu'ils s'expriment. Il y a des outils d'organisation, parce que il y a des classes sociales, ça existe. Il y a, évidemment. Je veux dire, et puis la France est un pays hétérogène. C'est un pays, enfin c'est extraordinaire. La guerre de 14, qui parle les Basques, qui parle les Bretons, qui parle les Corses, qui parle les Alsaciens, pour ceux qui étaient passés de l'autre côté, etc. Moyennant quoi, ce pays hétérogène, qui est un pays de passage en plus, a fait nation grâce à un État fort. Faut pas oublier qu'il y a cette notion d'État. Moi, j'analyse de comme en Italie avec Garibaldi. Oui, mais tardivement. Alors que nous, depuis Louis XI, ils s'y sont collés. D'accord, mais est-ce qu'on peut imaginer que c'est une étape qui était nécessaire, mais qu'on peut maintenant dépasser? Je pense. Alors, il y a une chose que je voudrais pas qu'on oublie, parce que moi, c'est 25 ans de ma vie. C'est la décentralisation qui est détruite. Elle a été détruite par les socialistes. Oui, et puis maintenant, Macron délibérément, toute l'intercommunalité totalement asservie. Ils sont en train de détruire les communes. Ils détruisent les communes, ils coupent le truc, ils vont tuer le département. C'est bizarre, le département, pour des raisons gestionnaires lamentables. C'est curieux. C'est les personnes âgées, c'est la protection de l'enfance, etc. On va s'en débarrasser. Non, ce sont des injonctions européennes, ultralibérales. Les GOPÉ donnent les ordres. Alors, et notre désaccord, je pense qu'il est là. Il est sur cette notion de pouvoir. Alors, si tu arrives à me convaincre, pourquoi pas, mais que le processus dont tout le monde s'emparerait, le plus grand nombre, disons, de mettre en place
un outil ou des outils du type référendum d'initiative populaire, avec et là après des problèmes techniques sur le débat, etc. Le grand débat qu'ils nous ont lancé quand ils ont la mère Joanneau, qui était la patronne de la commission, enfin, par protection, hein, mais elle a voulu jouer son rôle. Ça n'a pas été long. Elle s'est pris une campagne sur ses revenus. Hein, et puis elle s'est retrouvée mise sur la touche. Et puis c'est la Commission nationale du débat public. C'est parce qu'elle résistait. Oui, bien sûr. Non, elle voulait, je l'illustre sur la façon dont fonctionne actuellement cet État. Tout à l'heure, Didier parlait de quelqu'un qui avait fait tous les postes de la République. À mon avis, il visait quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Oh, il y en a des milliers. Non, mais je pense à Schramek qui a été secrétaire général du Conseil constitutionnel, patron du CSA. Il y en a plein. Oui. Non, mais lui c'est quand même un fleuron. Hein, donc, mais ces carrières interminables et cette endogamie mais c'est littéralement rendu possible par des mauvaises institutions. Si nous écrivions, nous, les institutions régistes, nous l'empêcherions. On n'a pas de problème. Moi, j'appliquerais le droit pénal tel qu'il est aujourd'hui. Hein. Un certain nombre de hauts fonctionnaires. Ça suffirait pour qu'ils aillent faire un stage à Fleury-Mérogis pendant une vingtaine d'années. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il nous manque le déclenchement de l'action publique, donc il nous manque l'indépendance du parquet. Il faut rendre le parquet indépendant, c'est ça ? Je ne suis pas un fanat de l'indépendance du parquet, c'est l'autorité de poursuite. Je veux que la justice soit impartiale. C'est un outil de régulation. Comment tu fais pour l'instituer ? Ah ben, il y a pas mal de moyens techniques. Quel article il faudrait écrire ? Je supprime le NM parce que envoyer des étudiants de 22 ans passer un concours et puis se retrouver avec un permis de juger à 26 ou 24. Mais tu remplaces par quoi ? Comment les gens apprennent à juger ? Ben, ils apprennent à juger. Par exemple, on prend les avocats les plus compétents, on les paye plus que ce qu'ils gagnent. Les juges seraient pris parmi les avocats. Les avocats ou d'autres grands juristes ou des profs ou des choses comme ça. Les avocats et les juges. Oui. Et les profs de fac. Oui, enfin, des grands juristes. Et ils seraient sélectionnés comment ? Ils seraient élus ? Ils seraient tirés au sort ? Non, élus par qui ? Non, pas élus, mais choisis par qui ? Avec un processus, avec un cursus, tu retrouves pas etc. Quand ils sont choisis par... Et tu te retrouves pas des mécanismes qui sont par construction oligarchique, qui vont être corruptibles, là, choisis par... Quand ils sont tirés au sort, c'est incorruptible le tirage au sort. Est-ce que tu aurais un problème à ce que les juges soient tirés au sort parmi les avocats ? Non, mais il faut qu'ils soient candidats. Non ? Pourquoi tu veux qu'ils soient candidats aux assises, on ne tire pas au sort parmi les candidats. Ah oui, attends, je veux dire... Eh bien, ce sont des charges. Les juges, ce seraient des charges. Donc ça te tombe dessus, tu dois être juge. Mais pourquoi ça dépend. Non, mais ça dépend. Non, mais Régis, c'est une charge. Il faut... Enfin, si tu veux... Pour régler le problème de la corruption, nous avons besoin d'une meilleure participation. Donc, si tu sais que tous les avocats vont s'y coller et que tu as réfléchi au mandat, et en fait, il faut que le mandat soit relativement court pour que ce soit pas une trop grosse charge. Et donc, si tu acceptes peut-être pour 6 mois d'être juge, est-ce que tu accepterais ou pour 3 mois ? Non, pour 6 mois, c'est pas assez long. C'est pas jouable. C'est pas assez long. Donc, peut-être qu'il va falloir que ce soit 6 mois ou 1 an. Et pendant 1 an, il faut que tu sois correctement indemnisé et que le cabinet auquel tu participes soit lui aussi indemnisé pour que tu puisses être remplacé. Donc, tout ça est à écrire. Mais qu'est-ce qui manque ? Pourquoi est-ce que les juges pourraient pas être tirés au sort parmi les avocats ? Quel argument tu me donnes à part le confort de l'avocat ? Parce que je conçois, mais est-ce que ça pourrait pas être, les juges pourraient pas être nommés parmi les citoyens ? C'est une idée. Non, parce que... C'est quoi le problème ? C'est parce que c'est trop technique. Oui. Et pourtant, comment tu fais avec les jurés d'assises ? Ils sont bien tirés au sort parmi les citoyens. On va parler 2 minutes de droit pénal. Le problème du droit pénal, je suis parti à l'école fonctionnaliste, c'est faire émerger par des procédures normées, très strictes, organiser le débat contradictoire, faire, je veux dire, tout ça avec l'équilibre, avec l'impartialité nécessaire pour aboutir à ce qu'on appelle une vérité judiciaire avec les principes présomption d'innocence, charge de la preuve, double degré de juridiction. Très bien. Parce que ce que je te disais l'autre jour, c'est que la justice fonctionne sur la défiance vis-à-vis de l'homme juge. Et c'est pour ça qu'on en met 3. C'est pour ça qu'il y a un double degré de juridiction, etc., etc. Très bien. Et qu'il y a normalement... Alors ça fonctionne plus.
les fameuses chambres d'instruction qui elles ne fonctionnent plus du tout. Non, c'est pas ça, c'est qu'on les appelle chambres de confirmation. Oui, Toutes les décisions. C'est des chambres d'enregistrement. Et voilà. alors, comment est-ce qu'on peut changer l'institution pour que ce soit plus... Non, mais j'ai pas d'idées qui me viennent tout de suite. Mais ça, il faudra qu'on y réfléchisse ensemble, vraiment, si tu veux bien. Dans Oui, les séances suivantes, là, bien. ce serait vraiment... À mon avis, et notre réflexion sur ce sujet va être pédagogique. C'est-à-dire que, en donnant le spectacle de cette réflexion sur les institutions, d'abord sur le plan des principes généraux, et ensuite concrètement sur des articles, on va te donner un exemple, si tu veux, et d'autres vont le faire. Et si tu veux, il y a comme c'est l'éducation populaire. Nous allons entretenir, alimenter un mouvement qui fait que la société va se transformer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça l'idée de ces émissions, si tu veux bien. Ah oui, moi je suis prêt. Je suis prêt à y réfléchir, mais je garderai présent à l'esprit comment prend-on le pouvoir. Ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de... Non, mais là, l'idée, on va peut-être un peu conclure, là, parce que ça fait quand même pas mal de temps. C'était bien, là, non? Mais oui, non, c'est très bien. Non, mais l'idée, c'est que pour bien cadrer un petit peu les choses, justement, les cadrer pour permettre de la liberté, parce que la liberté sans contrainte, ça veut pas dire grand-chose. Mettons une petite contrainte, quoi, pour que la liberté puisse s'exprimer et se développer. On ne dit pas qu'on a toute l'idée de ces débats, c'est pas d'avoir toutes les solutions pré-mâchées et de dire d'avoir des programmes politiques, etc. C'est d'entretenir une réflexion. C'est d'entretenir une réflexion, c'est de réfléchir tous ensemble sur les sujets importants. Voir où on met le curseur, par exemple, sur le référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que ce sont simplement les sujets régaliens ou est-ce que ce sont quel garde-fou jusqu'où on va dans l'organisation de la vie quotidienne? Est-ce que ça parle de la fiscalité? Est-ce que ça parle de la souveraineté? Est-ce que ça parle voilà. Donc c'est ça qu'on va essayer de mettre ensemble. On va thématiser semaine après semaine. Donc je rappelle pour tout le monde. Merci Régis parce qu'il était dans sa province aujourd'hui, voilà. Une province qui est pas très loin de celle de Tienne, d'ailleurs. Et donc, un jeudi sur deux, donc vous avez bien compris le principe, Régis de Castelnau, le jeudi suivant, Elisabeth Lévy, que je remercie parce que c'est pas simple, je vous remercie tous les deux d'avoir le courage de faire du débat, puisque ça devient un acte révolutionnaire, un acte séditieux, un acte pratiquement factieux d'organiser du débat en France. Bon, moi je donne pas de leçons, je constate simplement, parce qu'on est vilipendé et traité de tous les noms de la terre. On s'est pas encore fait crever d'œil, mais ça pourrait arriver, Donc c'est bien l'idée générale jusqu'aux élections européennes. Après on verra quelle forme on donnera à tout ça. Et donc c'est l'idée de réfléchir tous ensemble à refaire nation, refaire société. Moi c'est ce que j'ai vu en marchant avec les Gilets jaunes, des Français qui avaient envie de se reparler, qui avaient envie de refaire société, comme je disais, et de reprendre en main finalement les tenants et les aboutissants de leur vie, qui en ont marre de travailler comme des malades et de voir leur frigo toujours de plus en plus vide, qui en ont marre de payer des taxes, parce qu'il faut aussi parler du pouvoir d'achat. Quand j'entends que les Gilets jaunes sont des feignasses qui vivent... c'est insupportable d'entendre des choses comme ça. J'ai vu des salariés, je vois des chefs d'entreprise, beaucoup, qui sont discrets, des petits... Parce que je voudrais qu'on fasse aussi un jour... Il faudrait qu'on reçoive... non, mais sur l'entreprise, parce que quand on dit les riches, il faut faire payer les riches, etc. Et on pense aux pour moi, les riches, c'est vraiment les gens qui sont dans les palais nationaux et qui sont responsables devant personne et de rien. C'est ça, les vrais riches. Et cette oligarchie qui est au pouvoir, qui s'est arrogé tous les pouvoirs, parce que souvent on dit les entreprises, les grandes entreprises, il y a aussi des entreprises, des PME ou même des grandes entreprises, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes qui ne sont pas en bourse, qui créent de l'emploi, etc., qui sont dans la participation de leurs salariés, ça existe aussi. Et je voudrais qu'on fasse bien un état des lieux de comment fonctionne l'économie, comment l'argent est redistribué, parce que la France reste un pays riche, reste un pays créatif avec une géographie et une situation en Europe et dans le monde tout à fait extraordinaire. Donc comment on est arrivé avec un taux de prélèvement tel, des gens qui quand même se travaillent beaucoup, comment on est arrivé? C'est très simple, hein. On voit à peu près les réponses, mais comment surtout on va pas essayer de faire comme les uns et les autres des diagnostics et des débats permanents. On va essayer de poser les bases d'une nouvelle société. On n'est pas là pour apporter des réponses, on est là pour faire réfléchir
les citoyens, et c'est déjà un premier pas que je trouve intéressant. Voilà. Didier, je voudrais pas terminer sans te remercier. Je trouve que ce que tu fais est historique. Vous voyez jusque-là, mais on va se tutoyer maintenant. La prescription. Je trouve que c'est historique, et au nom des Gilets jaunes et des citoyens constituants, c'est merci infiniment pour cette lucarne. Alors, je vais ajouter quelque chose. Qui a lieu. Merci à vous. Compliment aussi, assez Vraiment, étonnant d'ailleurs, parce que j'ai croisé Didier dans une mondanité, et je venais de lire l'article et j'avais pas percuté que c'était lui, parce que je suis ici assez souvent, moi, hein, donc j'ai des émissions avec beaucoup de copains dans la rédaction, et effectivement, je trouve ça très courageux, parce que il y a une telle pression. Moi, je regarde plus la télévision, les chaînes d'infos, je peux plus. Hein. Bon, donc, ce que je trouve formidable là, c'est que, et c'est ce qui m'a amené à accepter de venir débattre avec Étienne Chouard, qui, comme chacun sait, mange les petits enfants. Hein. Tous les matins au petit déjeuner. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis sur Facebook. Ces chats sont assez gras, ils doivent ramasser quelques miettes. Hein. Mais c'est que voilà, il y a un espace qui s'ouvre à l'expression, parce que je trouve que les gens, les gilets jaunes eux-mêmes, moi je vais pas me dire gilets jaunes, je les soutiens véhémentement depuis le début, mais ça doit être dur, bon sang de bonsoir, de se faire insulter comme ça, tous les jours, d'allumer sa télé, de voir des nervis venir les injurier, de voir le BHL là qui dit, ça doit être dur. Hein, non, moi ce qui m'a choqué, je vais vous dire, hein, on va conclure là-dessus, ce qui m'a choqué, bon d'abord le courage. Il est du côté des Gilets jaunes. Mais oui. Moi, le courage que j'ai à côté, c'est rien du tout. Le froid, la nuit. Et je dois dire, quand j'ai vu, j'ai sympathisé, on est devenu, je pense, assez proches avec des gens comme Jérôme Rodriguez, etc. Quand je vois le courage, la résilience, la résistance et l'humanisme de ce type qui est encore là, toujours le lendemain. Il faudra qu'on les fasse venir. Bon, voilà, ils viendront. Ce que je n'ai pas supporté, c'est de voir cette oligarchie, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, on ne va pas faire d'étymologie, mais les gens regarderont. C'est intéressant toujours, quand on est latiniste et helléniste, de regarder un petit peu le sens de l'étymologie. Et donc, tous ces gens-là qui se sont permis, j'ai vu quelqu'un responsable d'une rédaction, du service politique sur France 24, dire le pire de l'humanité réuni dans les Gilets jaunes. Oui, je trouve ça odieux. Quand j'entends Bernard-Henri Lévy dire ces saloperies avec tout ce qu'il a entraîné comme chef de parti, de gouvernement, président de la République, dans des guerres injustes et sales. Donc voilà, tous ces gens-là, tous ces éditorialistes qui vont sur les plateaux de télé, qui ne marchent jamais et qui me disent le lundi matin, ah ouais, mais quand même, t'as vu, ils sont sales, ils sont violents, etc. Je dis, mais tu y étais dans les ah non, mais je les ai vus passer en bas de chez moi. J'ai dit, mais t'as vu quoi? Tu n'as rien vu. Ils vont pas sur et les ronds-points. Et je dois dire aussi, à propos de la violence, je ne légitimerai jamais la violence. Je le dis souvent dans mes lives. Mais aujourd'hui, je la comprends, cette violence. C'est la première fois de ma vie que je la comprends. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu des Français tirer sur des Français, des gens ne pas répondre. Je vous invite à aller regarder toutes les images, je ne suis pas le seul à en faire, des Facebook Live, comment ça se passe dans les manifs. Si on veut que ça se passe bien, ça se passe bien. Quand un cortège n'est pas bloqué et qu'il est fluide, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Donc voilà ce que je veux dire. Et je pense que moi j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont dans la police et dans la gendarmerie. J'ai beaucoup d'amis dans la police et dans la gendarmerie. Je parle beaucoup avec eux. Il y a aussi des gens qui souffrent, c'est clair. Mais je suis extrêmement choqué, je dois dire, et je suis pas le seul, de voir le traitement qu'on assigne, qu'on fait à notre peuple, à des gens qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils se lèvent le matin, et plutôt que d'aller partir en week-end ou de se reposer parce qu'ils sont crevés de leur semaine de travail, ils vont sur les ronds-points, ils se gèlent la nuit, etc. Je les ai vus pendant des semaines et des semaines, et il n'y a pas de Français de seconde zone. Il n'y a pas de sous-citoyens. Et moi, tous les gens, parce que les procès de tous ces éditorialistes, de pacotille, qui me disent « mais tu parles à des gens », oui, je parle à tout le monde. Et je parle des gens qui votent Rassemblement National, je leur parle. Les gens qui votent La France Insoumise, je leur parle. Les gens qui ne votent plus, je leur parle. Et les gens qui sont un peu violents, excessifs, etc., je leur parle. Et s'ils m'entendent pas, tant pis. J'essaie, ce sont des Français, et moi je parle à tout le monde. Et j'essaie que, justement, sans être dans la violence, et par l'expression, le débat qu'on a,
je dis pas éclairer parce que ça serait quand même quelque chose de d'un dominant, mais essayer de faire en sorte que les Français se reparlent entre eux. C'est ça la démocratie. Et on peut aussi penser contre nous-mêmes en démocratie. On l'a dit par exemple sur le RIC. Il y a parfois des choses qui peuvent nous heurter. Moi, je le fais aussi dans la rédaction. Il y a plein de choses qui me heurtent. Et ça fait 10 ans, 11 ans que je dirige des médias. Il y a des articles qui me heurtent, mais je n'ai jamais, et je tiens à le dire aussi ce soir, donné un ordre, une directive, quelle qu'elle soit, politique, à un seul journaliste de ma vie, et il en sera toujours ainsi. Je dis ce que j'ai à dire, mais je laisse les gens libres, parce que, pour moi, c'est ça la démocratie. Donc les oukases, si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, allez, non, tu n'as pas suivi Godard, allez vous faire, allez, ça sera le mot de la fin. C'est à bout de souffle, mais t'es vraiment à bout de souffle. Oui, mais il y a longtemps, à bout de souffle, j'avais 20 ans. Merci moi. En tout cas pour tout. Merci Étienne, merci Régis. Normalement, avec Elisabeth, on va, sauf contre ordre, il faut que je lui parle un peu, mais normalement, on devrait parler des journalistes. À quoi servent les journalistes et qu'est-ce qu'il faut faire pour les rendre indépendants? Grande question. À quoi servent les journalistes? Voilà. Ah, ça c'est. À quoi servent les journalistes? Pour moi, c'est les sentinelles du peuple. Et là, elles font plus leur boulot. Que sont-ils devenus, quoi? Voilà, elles font plus leur boulot. Il faut qu'ils soient indépendants. La formation, la précarité. Moi, je suis choqué, par exemple, je vais vous dire, bon, on va poursuivre un petit peu parce que c'est passionnant. Qu'on soit pas pro-gilet jaune. Je peux tout à fait le comprendre. Qu'on fasse des débats sur la démocratie participative, etc., et qu'on dise Monsieur Macron a été élu légalement, etc. Personne ne le conteste. Mais que sur les débats, non mais, je veux dire, on peut le contester dans les formes démocratiques et tout à fait acceptable. Mais que dans les débats qui animent toutes les télévisions et la plupart des radios aujourd'hui, on parle de complotisme, de savoir s'il y a Poutine, s'il y a Salvini derrière les décisions de gens qui se bougent les fesses et qui vont manifester, et qu'on ne parle pas, qu'il n'y ait pas des journalistes comme ça qui prennent le relais, qui disent mais il y a 21 personnes éborgnées. Il y a 500 et quelques signalements au ministère de l'Intérieur. Il y a des gens qui ont eu des mains arrachées. Tout ça qui était pacifique. Vous n'avez pas vu des casseurs. J'ai suivi les casseurs, je les ai filmés. C'est pas les casseurs qui ont pris les flashballs. Alors ça, pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de ça? Et moi, c'est ça qui me choque profondément. Et c'est pour ça que j'ouvrirai toujours l'antenne à des débats comme ça, parce que je pense que quand on a une position, une voix, etc., il ne faut pas cracher sur les gens comme le fait Monsieur Bernard-Henri Lévy depuis des années. Il faut essayer de faire un petit quelque chose pour les aider et pour leur donner la parole. Et tant que je serai à la tête de cette station, ça sera, parlons vrai, c'est notre baseline, comme on dit, c'est notre slogan. Je n'en dévierai pas. Et je vous remercie de faire ce débat avec dignité et hauteur de vue, les amis. Merci beaucoup. Merci à toi, Didier. On va couper le live, on va se lever, c'est comme partait Giscard, puisque j'ai laissé partir le consultant. Au revoir. Au rechoir. Voilà. Salut à tous, c'est la politique de la chaise vide, mais on revient jeudi à 19h. Super, merci. Et on partage. Salut à tous, merci les amis. Salut.